Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Peut-on réussir, quel que soit notre milieu, grâce à l'école? L'égalité des chances existe-t-elle? Nous poserons ces questions à Jean-Paul Delahaye. L'ancien inspecteur de l'éducation nationale publie le livre Choc. L'école n'est pas faite pour les pauvres. Il est notre invité. Remettre à niveau la maîtrise de la langue française, c'est la mission que s'est donnée la Fondation Voltaire. Son président sera avec nous en deuxième partie d'émission. Et puis enfin, ce sera l'heure de la chronique de Mickaël Dorian. Il nous parlera d'une loi qui vient d'être votée en Floride et qui interdit de parler d'orientation sexuelle à l'école. Mika, on se retrouve d'ores et déjà pour l'actu en bref. Mickaël, lundi, Emmanuel Macron était à Dijon pour vanter les mérites de l'apprentissage. Le candidat Macron était en effet à Dijon. Il a présenté son projet sur l'orientation et les filières professionnelles devant des jeunes et des associations. Dès la 5e, on doit permettre aux élus locaux, aux entreprises du territoire, à l'ensemble des branches professionnelles, de pouvoir venir au collège pour expliquer les métiers. Et les métiers sur lesquels il y a des besoins. Parce que ce qui est très important pour moi, c'est qu'aussi on pense notre orientation et les filières en fonction des besoins et donc des emplois. L'orientation. Deuxième point, sur les lycées professionnels eux-mêmes, je souhaite porter plusieurs réformes et transformations qui correspondent d'ailleurs beaucoup à ce que l'équipe pédagogique ici veut faire. La première, c'est que les stages aujourd'hui que font nos lycéens ne sont pas rémunérés, ce qui n'est pas normal. Et donc, je vais à la fois augmenter la période en entreprise et pouvoir rémunérer ces stages. Alors on sait, on a la question des moins de 18 ans et des plus de 18 ans, il faudra donc moduler cette rémunération, c'est normal. Mais l'idée, c'est en s'inspirant de ce qu'on a su faire sur l'apprentissage durant ce quinquennat, réussir à complètement transformer le lycée professionnel et l'alternance. Emmanuel Macron accompagné du maire de Dijon, François Rebsamen. Les visites se sont terminées par une rencontre avec les élèves du chef Thierry Marx. Autre candidat à l'élection présidentielle, c'est Anne Hidalgo. Elle était ce mardi sur France Inter. La candidate socialiste s'est notamment exprimée sur le sujet de la culture. Elle souhaite, si elle est élue, faire de son quinquennat un grand rendez-vous entre la jeunesse et la culture. Un rendez-vous qui passera par des propositions de résidence d'artistes dans les écoles. C'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait un grand rendez-vous entre la jeunesse et les artistes. Et donc, ce sont des résidences d'artistes partout, dans les lycées, dans les écoles, dans les collèges, partout, pour que cette rencontre se fasse entre ceux qui créent et notre jeunesse. Dans l'actualité également, Jean-Michel Blanquer qui s'est entretenu avec son homologue ukrainien. Oui, Serhiy Shkarlet, le ministre de l'Éducation ukrainien, a échangé lundi en visio avec Jean-Michel Blanquer pour préparer le Conseil européen du 5 avril. Le sujet sera la réussite de la scolarisation des élèves ukrainiens en France et en Europe par un accueil attentif et en maintenant le lien avec leur pays. Clôture des vœux sur Parcoursup, c'est ce soir 23h59. Prochaine étape le 7 avril pour finaliser les dossiers des futurs bacheliers. Et d'ici là, les lycéens vont devoir maintenant rédiger une lettre de motivation pour espérer être admis dans l'établissement de leur choix. Étape cruciale et redoutée. Écoutez Clotilde Anoto, elle est coach en orientation sur Europe 1. Elle a livré quelques conseils pour rédiger cette lettre et maximiser ses chances d'être retenue. Il y a 3 grandes questions auxquelles il faut essayer de répondre. C'est qui je suis, ce que je veux, pourquoi cette formation. Alors pour rassurer les jeunes, il ne s'agit pas d'avoir forcément un métier précis en tête, mais d'arriver à dire à peu près voilà la grande direction que je souhaite donner à mon projet. Alors un conseil très important, évitez les phrases creuses, bateaux. Les formules de politesse sont inutiles, c'est très court. Un point important, c'est d'illustrer ce que l'on écrit. Un jeune écrit, j'aime beaucoup relever des challenges, des défis. Il faut qu'il y ait un exemple à la suite. Par exemple, je pratique la compétition dans tel sport depuis 10 ans, où j'ai participé à des battles de ceci ou cela. Et c'est d'autant plus important quand le dossier est un peu fragile. Décidément, on demande beaucoup plus aux lycéens. En Floride, il ne sera bientôt plus possible d'aborder la question du genre à l'école. La Floride qui régresse en matière de liberté et d'éducation sexuelle. À partir du 1er juillet, les enseignants de maternelle et de primaire n'auront tout simplement plus le droit de parler d'orientation sexuelle avec leurs élèves. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a approuvé et signé ce projet de loi ce lundi. Je vous expliquerai tout en détail en deuxième partie d'émission dans ma chronique Vue à l'étranger. Oui, à tout à l'heure, Mickaël. L'école n'est pas faite pour les pauvres. Cette phrase choc est également le titre du dernier ouvrage de Jean-Paul Delahaye. L'inspecteur de l'éducation nationale honoraire est notre invité.
Jean-Paul Delahaye, bonjour. Bonjour. Merci mille fois d'être venu sur le plateau du Grand JT d'éducation. Un plaisir pour moi. C'est pour moi surtout et pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Vous êtes inspecteur de l'éducation nationale honoraire. Vous avez publié « L'école n'est pas faite pour les pauvres », un titre évidemment qui tranche avec les certitudes. Certitudes, en tout cas l'espoir de nos dirigeants, où l'école de la République serait celle grâce à laquelle chaque citoyen pourrait réussir à chances égales. Et oui, à chances égales, on va en parler dans quelques instants. En 2015, vous rendez un rapport sur la grande pauvreté et la réussite scolaire. Et c'est là où démarre votre envie de raconter. Raconter aussi ce que vous vivez, ce que vous voyez, mais aussi votre enfance. Et votre mère, est-ce que vous avez vécu enfant, vous dites « Je me suis fait violence pour raconter mon histoire » dans « Exception consolante », qui était un titre de livre que vous avez sorti juste avant. Absolument, oui. C'est en travaillant à ce rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire » que j'ai sous-titré « Solidarité pour la réussite de tous les élèves », que je me suis revu d'une certaine manière quelques dizaines d'années en arrière. Ça ne veut pas dire que la vie des enfants pauvres aujourd'hui qu'on scolarise dans nos écoles, collèges et lycées est exactement la même que celle que j'ai pu vivre moi, mais il y a tout de même des invariants de la pauvreté que j'ai retrouvés à quelques dizaines d'années d'écart, et c'est effectivement ce qui m'a donné envie, après avoir écrit sur la pauvreté dans notre école aujourd'hui, d'avoir écrit l'envie d'écrire sur ce qu'est la pauvreté, ce qu'était la pauvreté de mon temps, si je puis dire. Et en fait, parmi les invariants, j'ai retrouvé les difficultés de logement que j'ai connues quand j'étais enfant. Les enfants pauvres d'aujourd'hui ne peuvent pas complètement faire vivre à la maison ce qu'ils ont appris à l'école dans la journée, parce que les logements sont exigus, sont parfois insalubres. En tout cas, il n'y a pas d'endroit pour faire ses devoirs, apprendre ses leçons le soir. Des difficultés de nourriture. Les enfants pauvres d'aujourd'hui n'ont pas toujours une alimentation correcte, parfois une alimentation tout simplement pas suffisante. Et oui, certains se nourrissent qu'une seule fois par jour et à l'école. Absolument. Et donc, moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai fait ce rapport en 2015, de ce chef de cuisine qui, c'était dans un lycée professionnel, me dit, eh bien, le lundi midi, à la restauration scolaire, je charge quelques assiettes plus que d'autres parce que je sais que le week-end a été compliqué pour certains élèves. Et puis, me dit-il, le vendredi, je ferme les yeux quand je les vois mettre plein de pain dans le cartable, parce que là encore, je sais que le week-end ne va pas être facile. Des difficultés aussi pour s'habiller. Dans ma jeunesse, j'ai été ce qu'on appelait effectivement une exception consolante, c'est-à-dire que moi j'étais un jeune boursier qui a pu accéder à un lycée pour bourgeois à la fin des années 1960, et donc dans cet établissement, il fallait être correctement habillé, ce que je n'étais pas, parce que ma mère élevait seule 5 enfants. Était femme de ménage. Femme de ménage, ouvrière agricole. La petite chance que j'ai eue, même la grande chance que j'ai eue, c'est que dans le village de ma mère, il y avait un couple d'instituteurs dont le fils avait 2 ans de plus que moi, et donc il était plus grand que moi. Et donc 2 fois par an, vous récupériez ? J'ai récupéré les habits de leur fils, et comme ils achetaient les vêtements au catalogue Camif, la grande coopérative d'achat des enseignants de l'époque, eh bien j'étais plutôt correctement habillé. Des problèmes aussi de santé. Nous avons un système de santé qui est correct dans notre pays, encore que la crise sanitaire a montré que notre hôpital avait tout de même bien souffert ces dernières années, mais les enfants dont on est en train de parler, là, ces enfants de pauvres, peuvent avoir, eux, des difficultés à accéder aux soins, notamment en zone rurale, où il y a une pauvreté aussi en zone rurale. Un désert absolu de médecins. Désert de médecins, difficultés pour obtenir des rendez-vous, etc. Celui qui vous parle est allé pour la première fois chez le dentiste à 20 ans, quand j'ai eu mon premier salaire d'élève professeur. Le dentiste, d'ailleurs, a été un peu scandalisé en disant « Mais quoi, vous avez été négligent ?» Mais non, un pauvre qui ne soigne pas ses dents, il n'est pas négligent, il n'a tout simplement pas d'argent pour soigner. Il a juste priorisé, en fait. Il a juste priorisé, c'est cela. Donc, j'ai décrit par le menu dans ce rapport de 2015 la situation faite à ces enfants aujourd'hui, qui ne sont pas, c'est pas un petit nombre. Hein. Nous avons 10 millions de pauvres aujourd'hui dans notre pays, et comme ils ont des enfants dans nos écoles, collèges et lycées, on considère qu'il y a environ 3 millions de nos écoliers, collégiens, lycéens qui sont des enfants vivant dans une famille pauvre. Un élève sur 5 tout de même, hein. Ça n'est pas rien. Et donc, comme ces difficultés sont souvent cumulatives d'une certaine manière, on a des jeunes qui ont beaucoup de difficultés à entrer sereinement dans les apprentissages. Et donc c'est ça qui est à repérer d'abord.
tout en disant, parce que ça, il faut que les citoyennes et les citoyens le sachent, que nous sommes heureusement dans un pays qui accompagne la pauvreté. On a beaucoup de nos voisins européens qui n'ont pas ces filets de protection sociale, alors qui ne sont pas des aumônes, mais qui sont des acquis sociaux, qui sont parfois des conquêtes sociales permises après la Deuxième Guerre mondiale, qui permettent dans notre pays de mieux accompagner les familles pauvres. Il n'en reste pas moins que celles et ceux dont on est en train de parler, aujourd'hui, ont des difficultés à entrer correctement dans les apprentissages pour ces questions de difficultés sociales. Alors on va en parler justement des inégalités évidemment et des difficultés sociales que vous énumérez chacune et qui sont bien entendu très graves. Je voudrais juste revenir sur votre passé parce qu'il est aussi foudroyant que attendrissant. Ce couple d'instituteurs dont vous me parliez, dont vous récupériez les vêtements de leur fils, est-ce que c'est eux qui vous ont donné envie finalement de devenir aussi prof, de devenir instituteur, enfin de rentrer dans le monde de l'éducation ? Alors, un parcours, c'est nécessairement un parcours de rencontre, oui, et ce couple d'instituteurs a effectivement, dans les discussions qu'il pouvait avoir avec ma mère, qui faisait le ménage dans l'école d'ailleurs du village aussi, des discussions avec moi-même ont petit à petit instillé dans mon esprit la possibilité effectivement de devenir enseignant. Parce que, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que c'était possible d'y croire ? Est-ce que vous étiez dans la mesure d'y croire en tant qu'enfant, enfant de pauvre, c'est ce que vous dites ? Je n'y aurais pas pensé spontanément. Je n'y aurais pas pensé spontanément parce que voilà, c'était compliqué pour ma mère et pour moi-même d'envisager des études après la classe de 3e. Très clairement, vous savez, un enfant de pauvre, il ne sait pas exactement ce qu'il va faire dans plusieurs années. Ce qui lui importe, c'est de savoir ce qu'il va faire demain, dans quelques semaines, dans quelques mois. Et donc, pour moi, c'était le devenir après la classe de 3e était le plus incertain possible. Donc, ces couples d'instituteurs, oui, et puis un professeur, quand j'étais en classe de 3e, un professeur d'histoire, qui m'a pris un jour de côté en me disant, écoute, on connaît bien la situation difficile que tu connais, et si tu passais le concours d'entrée à l'école normale? Parce qu'il voyait que vous étiez passionné par l'histoire, vous êtes devenu professeur d'histoire après. Je suis devenu professeur d'histoire ensuite, oui, il voyait ma passion, il voyait aussi ma situation sociale, et il a fait une conjugaison entre les deux en disant finalement, la seule façon pour lui de suivre des études, c'est d'entrer dans un endroit où ça sera pris totalement en charge, c'est-à-dire l'école normale d'instituteur d'Amiens, où je suis entré après le concours d'entrée, après la 3e, parce qu'à l'époque, on passait le concours à la fin du collège. Donc c'est comme ça que je suis entré à l'école normale d'instituteur, qui pour moi a été l'unique manière de poursuivre mes études. On n'a pas forcément la vocation d'être enseignant à 15 ans quand je passe le concours, mais c'est une vocation qui s'est construite à l'école normale. Avec le temps. Et une sorte de révélation aussi, puisque encore une fois, vous étiez marqué au fer rouge par cette idée d'une enfance dans la pauvreté, avec effectivement 4 frères et sœurs, une maman qui était dans la difficulté, qui attendait justement le facteur, vous le dites, chaque mois, avec les allocations familiales qui arrivaient. Donc pouvoir Absolument. Aussi accéder à la culture, car les pauvres, vous le dites, n'ont pas accès finalement. On priorise de se nourrir et puis d'aller, de se retrouver le soir, mais le reste, on n'y a pas accès. Non, et c'est une autre caractéristique effectivement de la pauvreté, qui n'est pas qu'une pauvreté financière, sociale, mais qui est aussi une pauvreté culturelle. Et toute mon enfance, j'ai vécu cet écart qu'il y avait. Il se trouve que j'ai été scolarisé, moi, dans un lycée pour bourgeois à Abbeville, et donc je comptais parmi les 3 ou 4 boursiers qu'il y avait à l'époque en classe de 6e, de 5e, de 4e et de 3e dans cet établissement. Et effectivement, j'ai très vite vu le gouffre de culture qu'il pouvait y avoir entre un enfant comme moi et puis les autres élèves qui allaient au théâtre, qui allaient au cinéma, qui avaient chez eux une bibliothèque. Chez nous, il n'y avait pas de livres. Et ma mère, un jour, d'allocation familiale, comme je le raconte, il se trouve qu'un représentant est venu à la maison et a réussi à lui vendre l'encyclopédie Tout l'univers, qui était une encyclopédie du pauvre, qui permettait tout de même d'avoir une petite documentation. Donc c'est les seuls livres qui sont entrés à la maison. Et cet écart de culture, quand il n'y a pas, quand l'école ne fait pas son travail pour mettre tous les enfants, non pas à égalité des chances, mais à égalité des droits en matière de culture, évidemment, d'accès, c'est un gouffre qu'il est particulièrement difficile de combler.
Et j'ai vécu d'une certaine manière une grande partie de ma jeunesse avec un sentiment de gêne, de frustration, parce que je mesurais bien le retard culturel qui était le mien pour accéder aux études. Quand vous avez dit à votre mère je veux devenir instituteur, quand elle vous voit gravir les échelons, alors elle est partie malheureusement avant que vous ne rentriez au ministère, mais qu'est-ce qu'elle aurait dit de vous voir haut fonctionnaire aujourd'hui ? Je pense qu'elle serait très étonnée. Elle avait beaucoup d'ambition pour moi. Elle m'a accompagné au-delà de ce qu'il était possible. Elle s'est saignée aux 4 veines pour que je puisse aller dans ce lycée pour bourgeois. Déjà, le fait de réussir le concours d'entrée à l'école normale, ça a été une véritable révolution pour elle. Enfin, le jour où elle l'a appris, elle a mis son fichu sur sa tête et puis elle est allée dans le village dire à l'ensemble des voisins, voilà, Jean-Paul est reçu au concours d'entrée à l'école normale, il va devenir instituteur. Ça a été pour elle une fierté qu'il est difficile de raconter. Parce que c'est quelque part dans mes notes, mais je ne sais plus, donc je vais le dire comme ça, au pied levé, mais elle disait, il n'y a pas de raison, il le mérite, les torchons peuvent se mélanger aux serviettes. Oui, c'est ça. Elle avait une claire conscience de classe. Elle voyait très bien. Mon grand-père, lui, avait une colonne vertébrale politique. C'était un socialiste. Donc ma mère a vécu dans cette ambiance-là. Et donc elle avait clairement la conscience des injustices. Et effectivement, elle me disait, ils ne veulent pas mélanger les torchons et les serviettes, mais nous, on va le faire. Donc toi, tu vas aller au lycée d'Abbeville. Et pour que je puisse aller au lycée, elle avait choisi pour moi le latin. Parce qu'elle voyait, elle avait une sorte de préscience, elle savait qu'en choisissant le latin, j'allais pouvoir intégrer une école qui n'était pas a priori faite pour nous. Alors justement, on y vient, justement, à ces voies d'accès. Le latin, c'est la voie royale alors pour devenir évidemment professeur. On faisait des mathématiques aussi pour faire de grandes études. C'est aussi ça, l'école d'aujourd'hui, si je puis dire, l'école dont vous parlez, qui est inégalitaire, c'est l'égalité des chances aussi en fonction du cursus que l'on peut suivre, du milieu dans lequel on vient. C'est plein de critères différents. Alors, il y a une caractéristique malheureuse de l'école française, c'est que la France est un des pays dans lequel, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, un des pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. Nous avons un système éducatif qui est parfait pour trier, pour sélectionner. Il le fait d'ailleurs très bien. Aux évaluations internationales de nos jeunes de 15 ans, on peut en gros classer nos jeunes de 15 ans en 3 catégories, ce qui veut dire que chez nous, la moyenne ne veut strictement rien dire. On a une partie de nos élèves de 15 ans, en gros une moitié, qui réussit très très bien, qui compte parmi les meilleurs élèves au niveau international. Il y en a 20 à 25% qui sont dans une honnête moyenne. Si vous additionnez les deux, on a un système éducatif en gros qui fonctionne bien pour 70-75% des élèves. Essentiellement classe moyenne, classe favorisée. Il y a des enfants de pauvres, heureusement, qui réussissent. Bien sûr, il n'y a aucune fatalité. Mais on a un groupe de 25 à 30% d'élèves en très grande difficulté, qui ont de très mauvais résultats et qui sont massivement issus des milieux populaires. En fait, on est le pays du grand écart entre les réussites scolaires de certains milieux sociaux et les réussites scolaires d'autres milieux sociaux. Et il n'y a strictement aucune fatalité à cela. Et donc, l'essentiel, c'est que les citoyennes et les citoyens prennent conscience de ce diagnostic qu'on peut faire calmement et qu'ensuite, on se fixe quelques grands objectifs pour faire en sorte que notre pays ne soit plus celui dans lequel l'origine sociale pèse autant sur les destins scolaires. Et en effet, la manière dont est organisée la scolarité compte beaucoup. Ça ne veut pas dire que l'école, d'ailleurs, depuis une quarantaine d'années, n'a rien fait. Notre école française n'a pas complètement à rougir de ce qu'elle a fait. On est aujourd'hui à 82% d'une classe d'âge qui obtient le baccalauréat. Ça veut dire que dans ces 82%, il n'y a pas que des enfants de bourgeois, il y a des enfants de pauvres qui réussissent. Donc il y a moins d'exceptions consolantes au sens où je l'entendais moi. Mais il y a un grand débat, n'empêche, sur le niveau, effectivement, du baccalauréat et de ceux qui l'ont. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, et puis, c'est pas exactement ce que je voulais dire, c'est que, bien sûr, il y a eu massification, bien sûr, il y a eu démocratisation de notre système éducatif, mais les inégalités se sont déplacées. C'est-à-dire que ça n'est pas... les enfants, les élèves ne passent pas tous le même baccalauréat selon leur origine sociale. 75% des enfants d'enseignants et de cadres passent un baccalauréat général.
70% des enfants d'ouvriers passent un baccalauréat technologique ou un baccalauréat professionnel. Donc on voit bien qu'il y a eu un déplacement des inégalités, et puis il y a une part encore trop importante de jeunes qui sortent de l'école sans diplôme qualifiant, et donc ça évidemment, parmi ceux qui quittent l'école sans ces diplômes, on retrouve énormément d'enfants du milieu populaire. Je repars sur le titre de votre livre, « L'école n'est pas faite pour les pauvres ». Vous dites dans un article que finalement que ce n'est pas un livre de déploration. Pourtant, la phrase est choc et vous savez que vous allez mettre bien sûr. un pavé dans la mare quand même. Bien sûr. Expliquez-moi. Alors, non, ce n'est pas un livre de déploration parce qu'on est parfaitement en capacité dans notre pays de changer la donne, à condition, encore une fois, qu'on se mette d'accord sur un diagnostic simple. Ce diagnostic simple, il est lequel? Par exemple, est-ce que nous donnons à tous les jeunes de ce pays les mêmes droits quand les jeunes sortent de l'école? Est-ce que quand ils font leurs devoirs, quand ils apprennent leurs leçons, est-ce que tous les jeunes de ce pays sont à égalité? Parce que, bien sûr, les inégalités se creusent à l'intérieur du système éducatif, mais ils se creusent aussi quand les élèves sortent de l'école pour faire leurs devoirs ou pour apprendre leurs leçons. Et je vais vous donner un exemple qui montre que, non, tous les jeunes ne sont pas à égalité de droits. Par exemple... Sortie scolaire ? Par exemple, en éducation prioritaire, oui. On a un système qu'on appelle dans notre jargon l'accompagnement éducatif. C'est-à-dire, c'est après la classe, on aide les élèves de l'éducation prioritaire à prendre leurs leçons, à faire leurs devoirs, et c'est payé en heures supplémentaires à des assistants d'éducation, à des professeurs. La Cour des comptes, en 2018, a évalué la somme qu'on dépense pour cet accompagnement éducatif. C'est 32 millions d'euros, et il y a 1,7 million d'élèves de l'éducation prioritaire qui en bénéficient. J'ai fait la division pour vous, ça fait 18,80 € par an et par élève. Bon. Il y a un autre accompagnement éducatif dans ce pays que l'on propose aux étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles. Cet accompagnement leur permet de préparer les concours en petits groupes, ce qu'on appelle les heures de colle. Et les étudiants en classe préparatoire, ils ne sont pas 1,7 million, ils sont 87 000. On ne dépense pas 32 millions pour eux, mais on en dépense 70 millions. J'ai fait la division. Merci Ça beaucoup. fait un peu plus de 800 € par an et par étudiant, comparé aux 18,80 € des élèves de l'éducation prioritaire. On dépense un peu plus de 40 fois plus pour les étudiants de classe prépa que pour les élèves de l'éducation prioritaire. Je n'ai rien contre les étudiants de classe préparatoire, je m'empresse de le dire, et je ne veux pas qu'on leur retire quoi que ce soit. Je souhaiterais simplement que l'on mette autant d'argent pour les élèves de l'éducation prioritaire que pour les étudiants de classe préparatoire. Il m'arrive à me demander qui sont les assistés dans ce pays. Est-ce que les sacrifices que l'on consent dans certaines catégories de la population ne servent pas à préserver d'une certaine manière les privilèges de certains autres? C'est ça finalement la question, c'est de se demander si... Très bien, on ne change pas les choses à la limite, ou là on fait des réformes sur réformes sur réformes, mais peut-être parce qu'on a l'impression que finalement ces inégalités, ça convient à la plupart, au plus grand nombre. Est-ce possible ça, d'imaginer cela? Alors c'est sans doute une des raisons du blocage. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce que ça change aussi peu et aussi lentement dans notre pays. Il y a une partie de la population dont les enfants réussissent bien à l'école telle qu'elle est aujourd'hui, qui n'a pas envie que ça change, parce qu'elle n'a pas besoin que ça change. Et on a une autre partie de la population qui aurait besoin que ça change, mais qui n'a pas, dont la parole ne pèse pas dans les débats publics. Où sont les représentants des milieux populaires aujourd'hui à l'Assemblée nationale ou au Sénat? Donc on ne peut pas peser sur les décisions. Je vais vous prendre un exemple. Avec joie. Sur les rythmes scolaires. On est un pays qui commet cette folie de concentrer la semaine scolaire de nos enfants d'école primaire sur 4 longues journées de 6 heures. C'est une folie, aucun pays au monde n'a songé à nous imiter. En 2017, un service du ministère qu'on appelle l'ADEP fait une évaluation et demande aux parents d'élèves, c'était dans le cadre de cette évaluation, qu'est-ce que vous préférez, 4 jours ou 4 jours et demi? Massivement, les classes moyennes et les classes favorisées plébiscitent la semaine de 4 jours. Oui, leurs enfants, le mercredi, quand ils ne sont pas à l'école, ils peuvent être au conservatoire, au poney club. Ou, en activité, en sortie scolaire ou autre. Ou éventuellement en soutien scolaire privé payant. On demande aux parents de milieu populaire ce qu'ils préfèrent. Aux 2 tiers, ils préfèrent la semaine de 4 jours et demi. Qui on a écouté pour bâtir une politique publique de temps scolaire?
Mais pourquoi? Pourquoi selon vous? Pourquoi, alors que chaque gouvernement, là on est en pleine période électorale, on l'entend encore à chaque fois pour les candidats, pour la plupart des candidats aux élections, on entend la priorité c'est l'éducation, la priorité c'est pour l'éducation populaire, la priorité c'est pour tous ceux qui souffrent et qui sont en inégalité. Et puis à chaque fois, mais on l'a entendu aussi en 2017, on l'a entendu aussi avant, c'est répétitif. Non. Tous les 5 ans et avant tous les 7 ans, c'était là. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas pris en compte? C'est pas pris en compte. On ne peut pas dire que c'est pas du tout pris en compte. Non, on l'évoque, on fait quelque chose, oui, mais ça reste latent, ça reste là. Mais on fait un peu plus quand même que l'évoquer. C'est pourquoi mon livre n'est pas un livre de déploration, c'est qu'on a quand même des leviers à notre disposition. C'est quand même en 1981 qu'on a déployé une politique d'éducation prioritaire pour donner plus de moyens à celles et ceux qui en avaient le plus besoin. Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout de cette discrimination positive des moyens supplémentaires que l'on doit donner à celles et ceux qui en ont le plus besoin? Manifestement non. Puisque la Cour des comptes, dans son rapport de 2018 sur l'éducation prioritaire, dit oui, il y a eu des efforts éducation prioritaire, mais entre un collège de 500 élèves qui est en éducation prioritaire et qui a reçu des moyens supplémentaires, et puis un collège de centre-ville qui n'a pas reçu de moyens supplémentaires, il a 500 élèves aussi, il a un peu moins de professeurs, ce collège de centre-ville, il a une masse salariale plus importante que le collège de l'éducation prioritaire, tout simplement parce qu'en éducation prioritaire, on y affecte souvent de jeunes enseignants, pas toujours titulaires, donc moins payés. Donc on n'est pas resté sans possibilité d'action, il faudrait simplement aller un petit peu plus loin en discrimination positive. De même, on marche un peu sur la tête dans ce pays, puisque les difficultés des élèves, et les difficultés des élèves des milieux populaires en particulier, ne naissent pas à 15 ans. C'est très tôt dans la scolarité que ces difficultés apparaissent. Je voulais venir justement par rapport aux primaires. Et est-ce que dans le budget de l'éducation nationale, dans notre pays, nous donnons la priorité à l'école primaire ? La réponse est non. Et ça, c'est historique. Nous n'avons jamais fait de notre école primaire la priorité budgétaire. On dépense en gros 10% de moins pour notre école primaire que les autres pays. 30% au lycée, c'est ça? Par contre, on dépense 30% de plus que les autres en lycée. C'est pour ça que je dis qu'on marche sur la tête. Et donc, depuis 2013... on a enfin pris conscience de cela et donc on met vraiment une priorité aux primaires en y mettant des moyens. Alors sur des formes qui peuvent être différentes, c'est parfois plus de maîtres que de classes. Malheureusement, ça a été abandonné en 2017, mais actuellement il y a le dédoublement des classes de CP et de CE1. Priorité aux primaires et tout ça, ça va dans le bon sens. Chaque fois que l'on pourra donner davantage de moyens à l'école primaire, ça sera une bonne chose pour tous les enfants en général et pour les enfants des pauvres en particulier, parce que ça permettra notamment de baisser les effectifs dans les classes, parce qu'une des conséquences du fait que nous ne dépensons pas suffisamment pour notre école primaire, c'est que nous avons en France des effectifs en maternelle et en élémentaire supérieurs aux effectifs dans les classes élémentaires de nos voisins. Et alors, la ruralité, parce que les inégalités, on les voit dans les villes, mais on les voit aussi dans les campagnes. On voit aussi un manque de professeurs, on parlait des déserts médicaux, on parlait de beaucoup de choses qui sont très difficiles aujourd'hui pour l'école, pour l'éducation dans son ensemble. Comment faire pour justement réduire ces inégalités aussi au sein de ces familles qui sont, qu'elles soient riches ou pauvres, peu importe, mais qui sont effectivement dans les milieux ruraux et qui ont des difficultés d'accès justement à une éducation réelle? Alors, aux zones rurales, là, depuis quelques dizaines d'années, un gros effort a été engagé, alors pas seulement par l'éducation nationale, mais aussi par ses partenaires, les collectivités territoriales, les municipalités, les conseils départementaux, pour réorganiser le tissu scolaire en zone rurale, pour que les écoles soient des écoles à taille plus importante, pour qu'il y ait une dynamique pédagogique. Donc il y a de moins en moins d'écoles isolées, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des pôles éducatifs. Mais vous parliez des enseignants. Rien ne se fera dans ce pays en matière de réduction des inégalités, en matière de progrès de notre système éducatif, si on ne considère pas mieux nos enseignants. Alors parlons-en des enseignants, justement. Parce que les enseignants, ils ont vécu des difficultés depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Et j'imagine que vous l'avez vécu déjà, vous, dès le démarrage en rentrant en tant qu'instituteur. Et peut-être d'ailleurs, vous allez pouvoir nous en parler de comment c'était avant et maintenant. Mais surtout, on l'a vu avec cette pandémie, l'enfer qu'ils ont vécu, avec les différents protocoles sanitaires qu'ils ont vécu, qui ont été imposés, avec un manque de dialogue très important avec le ministère et avec l'État de manière générale. Dans quel état sont-ils et comment faire pour qu'on leur redonne envie de passer aussi le CAPES et de revenir? Nos enseignants sont fatigués, sont parfois découragés, ils sont soumis à des vagues de réformes
et pas seulement depuis 5 ans, hein, je peux dire c'est plus profond que cela, donc qui ne leur auront pas toujours été expliquées, des réformes qui chassent les réformes précédentes, tout simplement parce que dans ce pays on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur quelques grands objectifs consensuels qui permettent de construire une politique éducative au-delà des alternances politiques. C'est ça aussi qui fatigue profondément nos enseignants. Le métier devient difficile parce que la société exige beaucoup de son école. Il n'a jamais été aussi important de réussir à l'école. L'école est un enjeu fondamental, d'autant plus que nous sommes un pays qui donne une place primordiale au diplôme. Contrairement à d'autres pays où on est aussi un peu ce que l'on a fait, ce que l'on a construit. Non, en France, on est surtout le diplôme que l'on a obtenu à 22, 23 ans. Donc l'école est vraiment l'objet d'une très très forte pression. Et puis nos enseignants, il faut le dire aussi, depuis 40 ans, sont scandaleusement sous-payés. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, un professeur qui débutait dans le métier, il gagnait 2,3 SMIC. C'était déjà pas extraordinaire, mais c'était 2,3 SMIC. Aujourd'hui, un professeur débutant débute avec 1,2 SMIC. Donc, on ne fera rien sans une revalorisation à minima de ce qu'est le salaire aujourd'hui des enseignants. Et j'allais dire, on ne fera rien. Et il ne faut surtout pas leur poser des conditions. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une remise à niveau nécessaire des salaires des enseignants, et une fois que cette remise à niveau sera faite, il n'est pas illégitime de poser la question de l'organisation du travail, des conditions de travail, de la présence des établissements, des enseignants dans les établissements, mais dans un deuxième temps, il faut absolument engager une revalorisation du métier d'enseignant. Est-ce uniquement la faute des politiques ou est-ce aussi la faute des parents, entre guillemets, qui ne prennent pas assez conscience de l'importance finalement du professeur? Alors là, avec le Covid, ils se sont rendus compte. Ah là oui, bien sûr. Tant mieux finalement, mais n'est-ce pas aussi une conscience générale des Français, puisque nous sommes en France en l'occurrence, de l'importance de nos professeurs, nos instituteurs? Je crois que quand on interroge, d'ailleurs les sondages le disent, quand on interroge les familles, les parents d'élèves, on voit qu'ils ont une profonde reconnaissance. Ils ont une pensée plutôt favorable à l'égard des enseignants. Donc il n'y a pas du tout ce divorce-là entre les familles et les enseignants. En tout cas, je ne vois pas du tout comme ça. Et effectivement, la crise sanitaire a montré aux familles l'engagement des enseignants. Inversement, d'ailleurs, certains enseignants ont pris conscience que les familles n'étaient pas des missionnaires, contrairement à ce que l'on peut dire, les familles pauvres sont des missionnaires. Pas du tout, elles s'intéressent beaucoup à la scolarité de leurs enfants, simplement elles n'ont pas toujours les codes, elles n'ont pas toujours les clés. On s'est aperçu pendant la crise sanitaire que ces familles pauvres étaient tout aussi attentives que les autres, simplement quand vous n'avez pas chez vous les outils informatiques pour accéder à la continuité pédagogique, vous avez quelques difficultés. Alors justement, les outils informatiques, parlons-en, puisqu'on a tous accès, ou presque, en tout cas à Internet de manière générale, mais les enfants dits pauvres dont vous parlez, ces familles qui n'ont pas les moyens, n'ont pas accès justement à cette pluralité d'écran, à ces accès à l'information. Comment fait-on aujourd'hui pour réconcilier déjà information, actualité et école? Comment fait-on pour parler information avec les élèves aujourd'hui et avec l'école? Bon, c'est devenu une banalité de le dire, il y a une fracture numérique au sein de la société et on voit que les familles populaires ont quelques difficultés. On le voit par exemple dans le taux de non-accès au droit fondamental qu'est la bourse. Depuis que l'on a numérisé les dossiers de bourse, parce qu'on a pensé que tous les citoyens avaient chez eux une imprimante, de quoi numériser, une fiche de paye, etc. Eh bien, on s'est aperçu, malheureusement, qu'il y avait un taux de non-recours aux bourses qui était en augmentation, ce qu'on avait réussi à diminuer à la suite de mon rapport de 2015, d'ailleurs, parce que j'avais déjà en 2015 signalé qu'il y avait un taux de non-recours aux bourses, donc on avait mobilisé l'ensemble des établissements pour mieux accompagner les familles, et là, à nouveau, avec la numérisation, on est en difficulté. Donc, en fait, il ne faut pas se contenter de faire ce constat, il faut accompagner les familles. Et je vous parlais tout à l'heure du travail personnel que l'on demande aux élèves après la classe. Il faut veiller, nous, les enseignants, nous, l'école, à ne pas externaliser, c'est-à-dire ne pas reporter aux familles des tâches de travail scolaire après la classe qui ont un versant plus pédagogique que simplement de répétition de la leçon que l'on a entendue dans la journée. Quand on demande à des enfants, dans le cadre de leur travail personnel, de faire des recherches documentaires, je me revois, moi, 60 ans en arrière, quelle recherche documentaire j'aurais pu faire chez moi? Évidemment pas. Donc il faut qu'on y fasse, nous, très attention, dans pas seulement la quantité, mais dans la qualité du travail personnel qu'on demande aux élèves. Veillons à ne pas mettre les familles populaires en difficulté. Vous avez été donc dans les hautes sphères du ministère
ministère et vous avez participé en tant que fonctionnaire évidemment à tout cela. Est-ce que pour vous, les politiques actuelles voient vraiment la réalité de l'école sur le terrain? Est-ce qu'on est face à deux mondes en fait? Est-ce qu'il y a un côté un peu hors sol de ceux qui sont les décideurs et de ceux qui font finalement au quotidien l'école? Alors, ceux qui au quotidien font l'école, les personnels de nos écoles, collèges et lycées, ils ne sont pas hors sol. Hein. Donc, ils sont, voilà, je le dis dans mon rapport de 2015, dans certaines situations, nos écoles, collèges et lycées sont devenus de fait, pas seulement des lieux de transmission des connaissances, mais des refuges, des lieux de repère, de solidarité entre les citoyens. Donc, on ne peut pas dire là que les acteurs de terrain... Non, ma question, c'est par rapport justement aux décideurs. Alors, dans les décideurs, vous avez sans doute de tout, hein, mais il ne faut pas caricaturer. Alors moi, j'ai été directeur général de l'enseignement scolaire, et c'est pareil, j'imagine, pour le directeur général de l'enseignement scolaire aujourd'hui, il peut s'appuyer sur des gens qui viennent du terrain, qui ont été des enseignants, qui ont été des chefs d'établissement, des inspecteurs, et qui passent une partie de leur exercice professionnel au ministère. Il ne faut pas qu'ils y restent trop longtemps, parce qu'effectivement, sinon, ils perdent le contact avec le terrain. Mais c'est un peu une caricature de dire que voilà, le ministère serait totalement coupé du terrain. Il ne faut pas tomber dans cette caricature. Simplement, cette connaissance du terrain, il faut la nourrir. Et c'est important que, je reparle de moi, mais que des gens comme moi puissent aussi accéder à quelques responsabilités, parce que effectivement, de temps en temps, j'ai pu apporter, moi, la connaissance que j'avais du terrain à des collègues, et je ne leur jette pas la pierre, hein, qui, voilà, de par leur scolarité, de par leur milieu social, ne connaissaient pas forcément la vie des enfants des pauvres. Mais alors, je poursuis évidemment sur l'idée politique, c'est-à-dire que pour ces gouvernements, en tout cas, c'est les ministères qui s'enchaînent et donc les réformes qui peuvent s'enchaîner. Vous le disiez tout à l'heure, il faudrait qu'on puisse voir à plus long terme. Oui. Est-ce que c'est envisageable, ça, de pouvoir imaginer justement des réformes qui durent sur plusieurs dizaines d'années? Eh bien, non seulement c'est envisageable, mais pour notre pays, c'est une priorité absolue. Sinon, on ne se sortira pas de ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire cette sorte de fatalité qui fait que notre pays ne parvient pas à gommer l'impact de l'origine sociale sur les scolarités. Donc il faut absolument qu'après un débat citoyen sur l'école, on puisse effectivement se mettre d'accord sur quelques grands objectifs et s'y tenir au-delà des alternances politiques. C'est parfaitement possible parce que ces objectifs-là, il n'y en a pas 50. La priorité au primaire dont on parlait tout à l'heure, ça on va en avoir pour 20 ou 30 ans, hein, de récupérer un niveau d'effort sur l'école primaire tel qu'il doit être dans un pays comme le nôtre. Ça veut dire qu'il faudra aussi qu'on accepte de réduire la voilure pour le lycée, parce qu'on a un lycée qui coûte extrêmement cher, beaucoup trop cher. Il faut le faire de façon posée, calmement, choisir quels sont les axes que l'on prend. Mais ça, c'est une priorité que l'on peut évidemment avoir sur plusieurs années. Deuxième politique qu'on peut conduire sur plusieurs années, au-delà des alternances politiques, c'est instaurer davantage de mixité sociale et scolaire. D'abord sur le territoire, parce que s'il n'y a pas de mixité sociale en politique de logement, on n'aura pas de mixité sociale et scolaire dans nos établissements scolaires. Mais donc cette politique de mixité sociale et scolaire, il faut la construire sur un long terme. On a déjà des expérimentations intéressantes sur Toulouse, sur Paris, qui montrent que c'est pas, on rêve pas. Il est tout à fait possible d'avoir davantage de mixité sociale et scolaire, à condition de rassurer, j'allais dire, les citoyennes et les citoyens dont les enfants vont bien aujourd'hui. Peut-être pourrait-il avoir peur qu'une mixité sociale, confronter leurs enfants à des enfants de milieux populaires, pourrait faire baisser le niveau du leur. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans beaucoup de très grands lycées, où la mixité est là. Bien sûr. Et ça ne nuit à personne. Voilà, ça ne nuit à personne. Au contraire. Voilà. Donc, priorité à l'école primaire. La mixité sociale et scolaire, c'est une politique qu'on peut quand même déployer sur plusieurs années. Troisièmement, on peut aussi imaginer une réflexion sur les rythmes scolaires. Parce que évidemment, on apprend bien que si on a un temps cohérent sur la scolarité d'un enfant, entre ce qu'il fait à l'école, ce qu'il fait dans sa famille, donc ça aussi, ça devrait être possible de pouvoir concevoir quelque chose sur plusieurs années. Eh bien, écoutez, j'espère que vous serez entendu. En tout cas, merci 1000 fois d'avoir été avec nous, Jean-Paul Delahaye, pour pouvoir parler de l'école d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Les lignes vont bouger, j'en suis sûre. Merci d'être là pour nous tous. Restez avec nous, car juste après la pub, on vous fera découvrir la Fondation Voltaire, qui a pour mission de sensibiliser à la maîtrise de la langue française. À tout de suite.
Chaque jour dans la quotidienne, je reçois un invité fil rouge qui vient nous parler d'éducation sans langue de bois. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder ensemble une thématique forte de l'éducation. Lundi, place aux initiatives locales, aux grands chantiers du gouvernement, c'est dans Action Éducation. Le mardi, on s'intéresse aux nouvelles valeurs enseignées à nos enfants, c'est dans École Ensemble. Et puis le mercredi, focus sur l'extrascolaire, activités, sport, musique et j'en passe, c'est dans Extra School. Et puis on en vient au jeudi, on se projette sur l'avenir de vos enfants, c'est Mission Orientation, chaque semaine, des conseils précieux avec notamment une coach spécialisée dans le domaine de l'éducation. Et puis on en vient au vendredi, on prend sa valise, direction le Danemark, la Chine ou pourquoi pas les États-Unis. On part à la découverte de l'école du monde, tous les jours en plateau, des parents, des profs, des élus, des élèves bien évidemment. Le MAG vous donne la parole. À très vite. De retour sur le plateau du Grand JT de l'Éducation, nous sommes ravis d'accueillir Charles-Henri Delalande. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de la Fondation Voltaire qui a pour mission de sensibiliser à la maîtrise de la langue française. Vous développez le projet Voltaire. J'ai peur de faire des fautes de français avec vous. Je suis terrifiée. Non, aucune inquiétude. Le métier de journaliste est plutôt bien formé pour ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet, s'il vous plaît ? Absolument. Je suis effectivement le président de la Fondation Voltaire. C'est une fondation dont le but est de promouvoir l'égalité des chances par la maîtrise du français. Voilà, puisqu'on sait que le français, c'est un facteur d'intégration socio-professionnelle qui est décisif et que tout le monde ne part pas du même pied sur le sujet en fonction de son contexte culturel, familial, etc. Mais vous me rassurez, ça veut dire que les deux sont compatibles ? Absolument. Et que les progrès sont possibles à tout âge. Et en fait, parmi les enjeux, il y a un enjeu de sensibilisation, puisqu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de fatalisme, parfois d'indifférence en matière de langue française, mais surtout quand on a eu un parcours scolaire un peu chaotique, on se dit c'est fichu. Ce sera mon boulet toute ma vie et je ne peux plus progresser. Ce sera en quelque sorte une muselière et ça va empêcher, quelles que soient mes qualités en savoir-faire, dans un métier, dans une évolution de carrière et même dans ma vie familiale citoyenne. Donc la fondation a été créée en 2019, c'est la fondation du projet Voltaire, qui est un service en ligne de remise à niveau en expression et en orthographe. Donc à destination d'enfants de quel âge ou d'adultes même de quel âge? Alors le projet Voltaire est destiné est un outil de remise à niveau en expression et en orthographe pour le primaire, le secondaire, le supérieur et puis finalement tous ceux qui veulent progresser en langue française. Oui, c'est pour ça que je présentais sur adulte de quel âge, mais effectivement vous êtes rendu compte que finalement on pouvait aussi, nous, à notre âge, vouloir progresser et donc s'inscrire justement à la fondation. À tout âge, absolument. Alors ça, c'est le rôle du projet Voltaire. Et la Fondation est vraiment la manière d'amplifier et de structurer une approche de philanthropie et de mécénat pour les personnes les plus vulnérables. Parce que le projet Voltaire travaille déjà avec de nombreux établissements d'enseignement, avec des employeurs, avec des salariés. Le compte personnel de formation pour les salariés ou les demandeurs d'emploi a d'ailleurs beaucoup développé les demandes individuelles. Et donc, moyennant une licence, ils peuvent s'abonner ou abonner leurs salariés, leurs étudiants, leurs élèves au projet Voltaire. La Fondation, c'est vraiment le bras philanthropique pour le mécénat auprès des personnes plus vulnérables qui ne sont pas touchées en fait par le projet Voltaire aujourd'hui. Alors pourquoi, selon vous, on assiste justement à une baisse du niveau de français à l'école depuis ces dernières années? Alors, c'est un peu joker parce que je m'intéresse plus aux solutions qu'aux diagnostics. C'est vrai que le diagnostic... J'imagine que vous avez quand même réfléchi. Absolument, absolument. On peut le regretter. Il y a un aspect qui semble un peu mécanique, c'est que le nombre d'heures de français a beaucoup baissé ces dernières années et d'une manière générale dans les matières dites fondamentales. Le français en fait partie. Voilà. Après, je n'irai pas plus loin dans le diagnostic parce qu'il y a des choses qui peuvent être assez communes ou exotiques sur la place des écrans, etc., dans le rôle de l'affaiblissement de la langue française. Le sujet, c'est plutôt comment on fait
Parce que finalement, c'est les employeurs qui donnent le là en matière d'exigence en expression écrite et orale. C'est eux qui nous disent moi, je ne recrute pas quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer, qui ne sait pas argumenter, qui ne sait pas défendre ses opinions, qui ne sait pas écouter des consignes, comprendre des consignes parfois. Et donc, c'est pour eux, en fait, c'est eux qui donnent le là. Et voilà, que ce soit juste ou injuste, l'objectif de maîtriser son expression écrite et orale, elle est vraiment importante pour sa carrière, son employabilité. Bien sûr. Le niveau de français a baissé. Est-ce que l'exigence justement des employeurs a baissé au fil des années? Je ne crois pas que ce soit proportionnel. Mais effectivement, l'exigence des employeurs, elle est toujours là. En tout cas, de manière déclarative, ils nous le disent. Dans les pratiques, il s'avère qu'il y a parfois un peu de laisser-aller dans la langue française, mais l'exigence est toujours là, c'est ce qu'ils nous disent. Alors, vous avez lancé la 3e édition du concours du Dico d'Or Campus, un concours pour les 11-16 ans, c'est ça? Absolument. Qui compte 18 500 inscrits, c'est quand même génial, hein, ça marche très fort. Et c'est un concours où l'on épelle et on définit des mots. Absolument. Racontez-moi. Un des rôles de la Fondation Voltaire, c'est vraiment un rôle de sensibilisation à la maîtrise de la langue française, à l'importance de la maîtrise de la langue française. Et il nous paraissait intéressant de proposer un concours francophone de vocabulaire. Francophone, puisque parmi tous les inscrits de cette 3e édition, effectivement, il y a des élèves dans 50 pays. Donc c'est devenu assez considérable. C'est la 3e année qu'on le propose. Et ce sont les enseignants qui choisissent de proposer ce concours à leur classe. Effectivement, de la 6e à la seconde. Donc Enseignement public et privé? Absolument, oui, absolument, oui. En France et dans toute la francophonie. Et c'est un concours qui consiste pour les élèves à enrichir leur vocabulaire, finalement, élargir leur champ lexical. 150 mots à apprendre ou à découvrir pendant une période d'entraînement de 8 à 10 semaines. Que vous imposez les 150 mots ou c'est Oui, qu'on propose. Non, c'est effectivement un corpus qui a été construit de manière collaborative puisqu'il faut que ce soit adapté à chaque niveau. Donc il y a un corpus de vocabulaire pour les 6e qui n'est pas le même que celui des 3e. Et effectivement, ce concours, il permet aux enfants d'enrichir leur vocabulaire. Et en mars, ils sont invités à se présenter devant un jury au sein de leur établissement en équipe pour répondre aux questions du jury qui va les interroger sur les mots, pour savoir les épeler et savoir les définir, en donner le sens. Et donc c'est un concours, une qualification qui est chronométrée et dont les 10 meilleures équipes sont emmenées en finale qui aura lieu le 19 mai prochain. D'accord. Mais donc ça veut dire que chaque classe en fait fait ce concours-là. Il y a donc un grand gagnant par école. Comment ça se passe? Alors un peu moins qu'un grand gagnant par école, puisque effectivement entre le nombre d'inscrits initialement, le passage des qualifications qui détermine un rang international de fait, les qualifications viennent de s'achever, donc on dispose depuis quelques heures seulement des résultats, on est en train de les éplucher pour savoir qui sera lauréat à la finale, qui sera finaliste, et 2 équipes de même niveau vont s'affronter, donc ça fait 10 équipes en finale. Ils vont s'affronter sur des mots qu'ils auront appris et qu'ils devront épeler et définir. Absolument. Où il y a aussi une sorte de battle d'expression orale, comme on pourrait imaginer. En fait, très souvent, ça se fait aujourd'hui, où on cherche à juger au grand oral. Non, c'est un exercice qui est vraiment centré sur le vocabulaire, l'acquisition du vocabulaire, sans faute et en maîtrisant le sens. Et effectivement, en finale, c'est un grand jury qui va interroger les finalistes de la même manière pour épeler et découvrir des mots, donner leur sens. Quel est le profil des élèves, des enfants qui sont inscrits à ce concours ? De tout profil, puisque sur 18 000 inscrits, la France entière est représentée, tous les types d'établissements. Et dans la francophonie, on avait des écoles qui étaient à Jakarta. Il y a beaucoup d'établissements français à l'étranger, avec des populations qui apprennent le français, populations locales qui apprennent le français, qui viennent dans ces établissements. Et puis aussi, parfois, des familles d'expatriés qui sont présentes aussi dans ces établissements. Alors, pour finir, vous avez développé un module d'initiation en langage des signes. Talentueux, ça. Est-ce qu'on peut commettre des fautes de langage lorsqu'on signe, justement, comme on s'exprime à l'oral, pour ceux qui ne le savent pas ? Alors, c'est effectivement un grand projet 2022 pour la Fondation Voltaire que de développer un module d'initiation en ligne
à la langue des signes française, la LSF. Aujourd'hui, 300 000 personnes sont atteintes de surdité sévère et il y en a à peu près qu'un tiers qui signe. Et signer, finalement, c'est une langue étrangère, en quelque sorte, pour nous, en tout cas, qui ne sommes pas signants. Et ça empêche les personnes sourdes d'accomplir, finalement, leur destin, de vivre normalement et de disposer de tous leurs droits. Et les droits, en fait, ils sont toujours assez limités par cette communication, soit en différé, soit pas du tout traduite, pas du tout interprétée. Et donc, effectivement, il nous semble que pour une étape d'initiation, pour démocratiser en quelque sorte la langue des signes, qui au-delà de la communication avec les personnes sourdes a beaucoup d'autres vertus dans la gestuelle, etc. C'est un projet on a monté un prototype qui a abouti en janvier. Et là, pour aller plus loin, on espère un soutien public, puisque c'est énormément de travail, à la fois dans l'ingénierie pédagogique et puis dans la réalisation et le développement logiciel, puisque c'est un outil en ligne qui sera ouvert à tous à partir de l'âge de 11 ans. Donc collégiens, lycéens, adultes, voilà, tout le monde sera concerné. Eh bien, le message est passé en tout cas, Charles-Henri Delalonde. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la Fondation Voltaire et de ce concours, le Dico d'or dont je parlais, qui a lieu justement en ce moment et dont on connaîtra les résultats, vous m'avez dit quand? En mai? 19 mai, finale. Voilà, 19 mai, la finale, ce sera, j'imagine, sur les réseaux. On pourra suivre ça en direct. Absolument. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On Merci retrouve Mickaël Dorian qui est déjà sur le plateau et qui trépigne pour sa chronique. Mickaël, vous avez choisi de nous parler d'une loi qui vient d'être votée en Floride et qui interdit de parler d'orientation sexuelle à l'école. Oui, loi votée il y a quelques jours par les sénateurs de Floride et qui vient d'être signée par le gouverneur de l'État. C'était ce lundi. Regardez ces images. Show it off official. Voilà, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, applaudit en signant ce texte. Il est interdit aux enseignants des écoles publiques de parler d'identité, de genre et d'orientation sexuelle aux élèves de maternelle et de primaire. Nous allons nous assurer que les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école pour qu'ils apprennent, pas pour qu'ils soient endoctrinés. Voilà ce qu'il a dit juste avant. Surnommé par ses détracteurs Don't Say Gay, en français ne parlez pas des gays, ce projet de loi a fait réagir dans tous les États-Unis. D'abord devant le Parlement de Floride, où des centaines d'élèves ont manifesté. À la Maison-Blanche, une porte-parole de l'administration Biden a dénoncé le fait de vouloir réguler ce que les enfants peuvent lire, apprendre et être. Et puis plus étonnant, chez Disney, des employés ont manifesté la semaine dernière. Ils exigent que le groupe Disney cesse de faire des dons aux élus impliqués dans l'adoption de cette loi. Abigail Disney, la nièce de Walt Disney, a elle aussi dénoncé l'attitude du PDG Bob Chapek. Mais depuis ces manifestations, il s'est exprimé dans un communiqué et a condamné l'approbation de cette loi. Et d'une manière générale, l'éducation sexuelle est un problème complexe aux États-Unis. Oui, le pays est actuellement fracturé par une véritable guerre culturelle autour des discussions sur l'homosexualité ou la transidentité avec les enfants. Une guerre qui avait même démarré cet automne dans les bibliothèques scolaires. Souvenez-vous, des parents d'élèves avaient à l'époque exigé la censure de plusieurs livres jugés scandaleux, des livres à caractère sexuel d'ailleurs, mais pas que. Des livres qui dénoncent aussi les faits de racisme ont également été censurés. C'est le cas de la BD Moss sur la Shoah, interdite dans les écoles du Tennessee car elle est jugée vulgaire et inappropriée. Et donc pour revenir à cette loi en Floride, comment a-t-elle pu passer en fait en si peu de temps? Comme je vous l'expliquais au début de cette chronique, Virginie, le projet a d'abord été adopté par les sénateurs. Le Sénat de Floride est en majorité républicain. La dernière étape était donc l'approbation du gouverneur Ron DeSantis, qui est également républicain, donc ça aide forcément. À noter aussi que le projet était soutenu par des associations conservatrices comme l'association Moms for Liberty. Selon Tina Descovich, l'une de ses membres, cette loi doit permettre aux parents d'élever leurs enfants et d'avoir un droit de regard sur ce qui leur arrive. Signe de la tension sur ces sujets, une mère californienne, Jessica Conen, a engagé des poursuites judiciaires contre les autorités scolaires de son comté. Elle accuse 2 enseignants d'avoir encouragé sa fille, alors en 6e, à utiliser un pronom et un prénom masculin.
Alors à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les militants pour les droits des personnes LGBT qui sont en colère. Ils estiment que cette loi est dangereuse et qu'elle porte atteinte à la communauté LGBT. Loi qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet. À noter tout de même que 62% des Américains y étaient défavorables. J'espère que ça n'arrivera pas en France, mais je crois qu'on ne craint rien. On ne craint rien. Enfin, espérons. Espérons. Merci en tout cas, Mickaël. Cette semaine, Babette de Rosière est invitée chez Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Et des souvenirs, vous allez voir, elle en a plein. Si on vous demande un souvenir d'écolier, est-ce qu'il y en a un précis là qui vous revient? Oui, ah oui. Moi, j'avais une maîtresse qu'on appelait la farcinade. Pourquoi? Alors, ça m'a fait pleurer de rire. Elle s'appelait la farcinade. C'était son nom, la farcinade, oui. Mais nous, on se moquait de la farcinade. Et on dansait sur les tables et tout ça. On faisait plein de bêtises. Et un jour, on a envoyé un œuf sur la farcinade. Oh là 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 là. Pourquoi vous avez fait ça? Ben parce qu'on s'amusait. On a envoyé un œuf sur la farcinade. Mais il n'a jamais su qui c'est qui l'avait fait. En plein cours? Oui. Et on n'a jamais... Et c'était pas moi qui avais apporté l'œuf. Hein. C'est vous qui l'avez lancé? C'était une copine. Ah non, pas moi, j'ai pas... Oh non, j'avais trop peur d'être grondée. Mais on était tous complices avec celle qui avait fait ça. On n'a jamais dit qui. Elle n'a jamais su qui. Donc elle a puni toute la classe. C'était en quelle classe, ça? C'était en CM1, je crois, en CM1. Elle a puni toute la classe. Mais elle n'a jamais su qui avait fait ça. Parce qu'on a été solidarité, ouais. C'est incroyable qu'on a... Et personne ne s'est donné le mot. Hein. On n'a rien dit. Qui a fait? Personne. Est-ce que vous avez un autre moment, peut-être plus triste? Non, j'ai toujours eu des moments très, très, très joyeux parce que c'est là où j'adorais donc l'école, j'adorais l'ambiance, j'adorais m'amuser avec mes copines. Et j'étais triste quand je quittais l'école. Parce que l'école, c'était tu viens le matin puis tu reviens l'après-midi. Il y avait une coupure entre midi et 2, tu devais rentrer pour manger. Il n'y avait pas la cantine? Non, on rentrait à la maison. Mais non, on n'était pas maintenant, mais franchement, on remet les choses dans son époque. Donc il fallait rentrer à la maison pour aller manger à midi et puis tu revenais à l'école l'après-midi. Donc j'avais qu'une hâte, c'est aller à l'école parce que je m'éclatais à l'école. Ma grand-mère n'a jamais su comment je me dévergondais avec mes copines à l'école. Quand je rentrais, j'étais toujours très sage. Elle pensait que vous étiez une élève modèle. Oui. Et puis j'aimais étudier, j'aimais... Vous aviez des bonnes notes? Une très bonne note. J'aimais beaucoup la langue française, j'étais très bien en français, très bien en maths. J'aimais beaucoup l'école, vraiment. D'autres souvenirs de petites bêtises? Les souvenirs de petites bêtises, alors je vais te dire. Et ça, c'est pas un bon souvenir. Parce que moi j'étais timide, je t'avais dit au départ. Et là, quand on sortait de l'école... On alignait les enfants, je ne sais pas si on fait ça encore ici, je ne sais pas. Les enfants sortaient et restaient dans les rangs par deux. Ouais. D'accord? Ça fait longtemps. Ça. Et comment? Ça s'est fait longtemps. Ça. Ah ben oui, moi c'était comme ça dans mon époque. Quand tu sors, c'est discipline, aligné par deux. Et à chaque fois, quand on dit front, on disait front, saluer, romper. Tu ne connais pas ça? Ah non, ça j'ai pas. Ah ben évidemment, je te dis... Être deux par deux, oui. Deux par deux, ça, et la maîtresse était en tête de file. Après, la maîtresse se mettait en face, nous demandait de nous mettre toutes en face, et elle disait front, saluer, romper. C'est école militaire, votre truc. Ah, c'était comme ça. Et quand on disait romper, tout le monde partait. Et il y a une copine qui ne pouvait pas me supporter, et d'ailleurs, c'était la plus foncée dans la classe. C'est pas votre copine, et à chaque fois, une copine, une camarade, quoi. Ouais. Et chaque fois qu'on disait romper, elle me donnait un coup de règle. Pourquoi? Ah ben ouais, quand on dit romper, on court quand on dit romper. Et en passant, clac, elle me donnait un coup de règle. Et tous les jours, elle faisait ça, j'avais toujours un coup de... Et ça fait mal. J'ai dit, d'accord, ok. Tu as pris l'habitude de me donner des coups de règle. Elle vous tapait, quoi? Elle me tapait, oui, elle me tapait. Et puis j'étais menue, j'étais la plus menue, j'étais maigrelette même. À chaque fois, elle me donnait un coup de règle. J'ai dit, non, je ne peux pas accepter que... Et à chaque fois, je rentrais à la maison, je disais pas ça à ma grand-mère. Et un jour, je me suis dit, c'est aujourd'hui, là, c'est la dernière fois que tu me donnes un coup de règle. Je ne vais pas l'accepter aujourd'hui. Je suis partie, c'est pour te dire, un enfant accumule. Tu vois, les enfants, il faut se méfier quand les enfants ne parlent pas. Tu accumules, et un jour, tu te révoltes. J'ai dit, aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle me donne un coup de règle. C'est plus possible. Chaque fois, j'ai dit, non. Quand on a dit front, saluer, romper, clac, je lui ai fait un coup de patte. Ah oui. Et elle est tombée par terre. Alors là, je suis tombée sur elle. Et le nombre de coups de règle qu'elle m'avait donné, elle a reçu autant. Après, vous lui avez donné des coups de règle? Ah oui, beaucoup. Mais donné vraiment. Et depuis ce jour, plus personne ne m'a donné des coups de règle.
Ah oui, mais je ne sais même pas comment j'ai fait. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Vous êtes parti au combat, quoi. Oui, mais voilà. Et depuis ce jour, je me suis dit, plus personne, tu n'accepteras plus jamais quoi que ce soit de qui que ce soit. Tu vois, quand on fait un mal à un enfant, eh bien, ça te reste et ça te forge un peu ton caractère. Et depuis toute petite, tu vois, ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, tu vois. Parce que prendre un coup de règle, tu ne sais pas si tu sais, des règles en bois à l'époque. Oui, puis tous les jours. Tu prends un coup comme ça, et je peux te dire que ça fait mal. Bien sûr. Eh bien, ce jour-là, elle a eu le mal que j'avais pendant le nombre de jours qu'elle m'avait tapé. Bon, moi, je ne vais pas vous chercher. Non, mais ça, on était enfants, bon. Mais c'était une façon pour moi de dire qu'il faut arrêter, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Babette de Rosière, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. C'est la fin de ce grand JT. Merci, Mika. Merci, Virginie. À demain. Oui, à demain, avec d'aussi bonnes chroniques. Effectivement, je n'en reviens pas de cette loi en Floride. Merci à toute l'équipe de School TV, à Elisa Bernardo à la réalisation, Michael Fristo au son, Tae Sayad au make-up, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction en chef, schooltv.com évidemment pour voir l'émission ou la revoir, ainsi que le canal 247 sur les Freebox. Ciao. Vous avez